Okay. I think I'll be fine. Okay, cool. Okay, just in case. Yeah. Okay, let's start. Et bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on a avec nous Sobel qui va faire une présentation sur l'évaluation de l'alimentation. So yeah, you can get started. Okay. If I'm going too quickly, Doris, let me know and I'll slow down. So okay. Normally, Ashley, usually people will say a few sentences and then I'll interpret it in French, because if you went through a whole paragraph, I might miss a few things. Okay. Yeah. Totally. Okay. Okay. Great. So. Good morning, everyone. My name is Ashley Sobel. I'm a registered dietitian in New York City, and I'm really excited to be here today and talk to you guys a little bit about nutrition. Bonjour à tous. Je m'appelle Ashley Sobel. Je suis une nutritionniste certifiée. Et puis, ça me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui pour vous parler d'évaluation de l'alimentation dans les communautés qui ont des ressources réduites. Okay, so today I'm going to talk about ways to assess diet in particular resource-poor communities. We're going to talk about the global burden of malnutrition, ways that we can assess people's diet, what constitutes a healthy diet, and as well at the end, just a couple considerations specifically for Haiti. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler des méthodes qu'on peut utiliser pour évaluer l'alimentation, particulièrement l'alimentation dans les régions qui sont pauvres en ressources alimentaires, et aussi comment vérifier toutes ces choses-là et puis les effets qu'ils ont, et puis qu'est-ce qui constitue une alimentation saine. Okay. So just to give a little bit of background about the burden of malnutrition, a few statistics to point out. 150.8 million children around the world under the age of 5 are stunted in growth. Over 340 million between the ages of 5 and 19 were overweight or obese in 2016, and those numbers are rising. And 2.01 billion adults are overweight or obese. So that's sort of more of the global burden currently. OK. Alors, pour vous mettre un peu en situation, en ce qui concerne le fardeau de la malnutrition, présentement dans le monde, il y a 150 800 000 enfants, donc 22,2% de la population de moins de 5 ans souffre d'un retard de croissance. Il y en a 340 millions entre l'âge de 5 et 19 ans qui ont un surplus de poids ou qui sont obèses. Ça, c'est depuis 2016 et le nombre continue à augmenter. Il y a aussi 2 milliards d'adultes qui ont un surplus de poids ou qui sont obèses. Ceci dit, l'obésité, c'est un facteur de risque qui est modifiable parmi les maladies qui ne sont pas contagieuses. Et puis, ce fardeau-là est beaucoup plus grand dans les pays où les revenus sont faibles ou moyens. And this burden of malnutrition is really more prevalent in some of the resource-poor communities. So there's an umbrella of malnutrition. This refers to deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy and or nutrients. So this malnutrition addresses sort of two ends of the spectrum going on. There's this undernutrition and wasting and stunting, and this lack of vitamins and minerals, and on the other end of it, there's obesity and people that are overweight, leading to several non-communicable diseases like diabetes or heart disease, even certain cancers. Bon. Dans la diapositive qu'on voit ici, on voit qu'il y a un parasol, et d'un côté, on voit les problèmes qui sont liés à la malnutrition, et de l'autre, ceux qui sont liés à l'obésité. En ce qui concerne la malnutrition, ça va causer un dépérissement, un arrêt de croissance ou retard de croissance, une sous-pondération,
et un manque de vitamines et de minéraux. Alors que du côté de l'obésité, du côté, alors on va voir aussi qu'il y a des cas d'obésité, ce qui est l'inverse, et des surplus de poids, des maladies cardiovasculaires et le diabète, toutes des choses qui ne sont pas des maladies contagieuses, mais qui ont un grand impact sur la santé. So, I guess on the positive side, nutrition is one of the modifiable risk factors we have for preventing some of these conditions of malnutrition and sort of these non-communicable diseases that are popping up. So that's really what I want to focus on today is nutrition and what really constitutes, what is a healthy diet, how do you know if someone's following a healthy diet, and what are ways to measure that? Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que parmi les maladies qui ne sont pas des maladies contagieuses, la malnutrition peut jouer un rôle positif pour prévenir ces maladies-là. Et c'est ce sur quoi je veux que nous nous concentrions aujourd'hui. Okay. So this slide is just kind of summarizing the problem going on. We're experiencing a global shift in dietary patterns due to rapid urbanization and increased production of processed foods. And because of that, where people are consuming more processed foods, these foods are higher in added sugars and saturated fats, lots of sodium. And on the flip side, people are not consuming enough fruits, vegetables, low-fat dairy products, and whole grains, and even protein foods as well. Bon, alors, le problème, c'est qu'on assiste présentement à un changement global des habitudes alimentaires parce qu'ils ont une production croissante d'aliments transformés et aussi à cause de la rapidité de l'urbanisation qui croît sans cesse. Et le résultat de tout ça, c'est que les gens consomment de plus en plus d'aliments qui ont une teneur élevée en gras, et en additifs comme le sucre et le sodium. Et en même temps, les gens ne mangent pas assez de fruits, de légumes et de produits laitiers qui sont faibles en gras, ainsi que des céréales complètes. So as health professionals, what can we do? We can look into assessing the diets of our patients and community members. We can educate. So we can educate ourselves, which is what we're doing now, which we're doing this morning. We can educate our patients and our families and communities, and there's ways to intervene as well to help some of these problems. Bon, alors en tant que professionnels de santé, que pouvons-nous faire? Nous pouvons évaluer la nutrition, nous pouvons aussi éduquer les patients et leur communauté, et il y a aussi des méthodes d'intervention. So the question then is what actually is a healthy diet? And there's actually not really a great answer for that because what is a healthy diet for me may not be a healthy diet for the next person and someone in a different country. So really it depends. It depends on many things. And a balanced diet could look very different depending on socioeconomic status, where you live in the world, where your cultural context is, what foods are available, etc. Qu'est-ce qui constitue une saine alimentation? La réponse à cette question-là, c'est que ça dépend. Ça dépend des personnes, mais ça dépend des communautés. La consommation d'énergie ou d'aliments, ça devrait tout simplement être en équilibre avec la dépense d'énergie, mais aussi il y a des niveaux de consommation de macronutriments qui vont varier d'une population à l'autre et d'une personne à l'autre. So a really oversimplified way of looking at what makes up a healthy diet is looking at energy consumption. So from a very simple standpoint, energy in should equal energy out, and from that alone would equal weight maintenance. But that's a pretty oversimplified look at sort of a healthy diet, and that doesn't necessarily, or it doesn't at all look at quality of the diet. It's just looking at quantity.
Bon, la façon la plus simple de considérer l'alimentation, c'est de s'assurer qu'on a un poids santé en s'assurant que la consommation d'aliments est égale à la quantité d'énergie qu'une personne va dépenser. Cependant, ce n'est pas nécessairement ce n'est pas une chose qui est parfaitement vraie parce que il faut aussi regarder à la qualité des aliments qui sont consommés. Another way to look at it, there's something called the AMDRs, which stands for Acceptable Macronutrient Distribution Ranges. And this is getting a little bit more detailed of what our diets should be composed of. So fat should be somewhere between 20 and 35% of our calories, carbohydrates 45 to 65%, and protein somewhere between 10 and 35%. And if people are meeting kind of macronutrients in those ranges, then they're hitting their needs. But again, that's not really getting at too much of the quality of the types of foods people are eating, and there still can be deficiencies even within that. Bon, alors, au bas de la diapositive, on voit par exemple on parle ici de la distribution des quantités acceptables de macronutriments. On parle ici par exemple de gras. La consommation de gras devrait être entre 20 et 35%, les hydrates de carbone entre 45 et 65%, et l'apport en protéines de 10 à 35%. Mais encore une fois, si les aliments de ces catégories-là ne sont pas de bonne qualité, il peut quand même y avoir des déficiences en ce qui concerne la nutrition d'une personne. All right. So this is something, this is according to the Dietary Guidelines for Americans. So there's a committee that puts out these guidelines every 5 years. So these are the most recent guidelines, and this is getting a little bit more specific about what a healthy diet should include. So these guidelines focus on making sure individuals are getting enough vegetables and a variety of vegetables, whole fruits, plenty of whole grains, low-fat dairy products or fat-free dairy products, a variety of proteins, and certain healthy fats and some oils. Bon. En ce qui concerne le guide alimentaire pour les Américains, qui est pour les années 2015 à 2020, bon, ça inclut naturellement une bonne variété de légumes, des fruits, et on veut que la moitié des céréales qu'on consomme soient des grains entiers. On veut aussi des produits laitiers qui soient sans gras ou faible en gras, une variété de protéines et des gras. And while at the same time it's encouraging the population to limit their intake of added sugars, limit their intake of saturated fat, and it actually gives percentages saying less than 10% of your intake should be from added sugars and saturated fats, and also limiting the amount of sodium and alcohol we're consuming as well. And also just to point out, these guidelines and recommendations, they gonna go a little bit more in depth than what I'm giving you here. They are available to the general public, and at the end of the presentation, which I will share with you guys, there is a link if you want to learn more about what these guidelines entail. Bon, à la fin de la présentation, je vais vous donner le lien qui vous permettra d'accéder à ces recommandations alimentaires, et ça va aussi les donner plus en détail. J'aimerais aussi préciser que en plus de ces recommandations-là que je vais vous nommer, on recommande aussi de réduire sa consommation de sucre, de sodium et d'alcool. So we talked about a little bit, touched on the past few slides, what makes up a healthy diet. So we can know that information, but then how are we going to look at the population? How are we going to look at individuals and assess if their diet is meeting their needs? Bon, alors on vient de parler de ce qui constitue une alimentation saine. Cependant, comment faire pour
vérifier la qualité de l'alimentation des individus. So there are some main tools to use that we can use to assess diet quality. This lists some of them, definitely not all of them, and we're going to talk about a few of these. So we can look at comparisons to the DRIs, which I'll talk about a little bit. That stands for Dietary Reference Intakes. Alors, il y a différents outils que je vais vous présenter ici. Certains d'entre eux, on va en discuter un peu plus que les autres. On peut, par exemple, utiliser les recommandations quotidiennes. There's also some other tools. One's called the Dietary Quality Index, or the DQI. There's something called the Food Frequency Questionnaire, which is also known as the FSQ, also a Healthy Eating Index. And then if we're working with individuals, we can use something called, or as a dietitian here with my clients, I use something called a 24-hour recall. So having the client or the patient kind of regurgitate what they had eaten the previous day. Bon. Les autres outils, par exemple, l'index de la qualité de l'alimentation. Ensuite, il y a des questionnaires de fréquence de consommation des aliments et aussi, on parle de l'index de l'alimentation saine. Et une chose que je fais très souvent avec les patients que je rencontre ici, c'est comme un journal, si l'on peut dire, où ça peut être de façon orale. Le patient va me dire ce qu'il ou elle a mangé au cours des dernières 24 heures. And also my plate as well is something that we're going to talk about. Il y a un autre outil qui s'appelle Mon assiette, dont on va également parler un peu. Okay. So this is one example of one of these diet assessment tools. This is a little snapshot from a food frequency questionnaire, or an FFQ. Bon, alors ici, sur la diapositive, ce qu'on voit, c'est un exemple de d'un questionnaire de fréquence de consommation des aliments. So FFQs have become a standard measure in nutritional epidemiology, and they've also become pretty common for intervention evaluations because they can be self-administered and they're relatively low cost. Bon, alors ces questionnaires-là de fréquence de consommation des aliments, ça, c'est un outil qui est peu dispendieux, qu'on peut utiliser facilement. And the data from these food frequency questionnaires are more typically used for populations and less so one-on-one, less so for individuals. Ces questionnaires-là sont utilisés et sont plus utiles pour, disons, vérifier la qualité de l'alimentation d'une population plutôt que d'un individu. Okay, so that's just one tool available to assess the quality of someone's diet or a population's diet, to see sort of, are there areas that they're lacking in certain nutrients? Are there certain foods that they're not getting that are kind of leaving this gap in their diets? Bon, mais ça nous permet de visualiser ce que les gens mangent et on peut facilement voir où est-ce qu'il y a disons, des manques dans leur alimentation. Okay. So the next thing I want to talk about a little bit is the dietary reference intakes. Bon, maintenant, je vais vous parler un peu de la référence de la consommation d'éléments nutritifs. So these reference intakes, also known as DRIs, they're nutrient reference values. They're determined by a committee of experts and scientists based on scientific evidence that's kind of putting out sort of, for every nutrient and vitamin and mineral, sort of how much people need. Bon, alors, ces références-là, ça inclut les doses les doses quotidiennes d'éléments nutritifs recommandés.
It's important to know that so first of all, these are available to the general public as well. You can look them up online and kind of see what these reference values are for each nutrient. So, and also these apply to the healthy population, so they're not used for people with certain illnesses or conditions. Bon, alors, ces recommandations-là sont aussi disponibles en ligne pour la population générale et cependant, j'aimerais préciser que ce sont des recommandations qui s'appliquent à une population en bonne santé et ça ne s'applique pas nécessairement à des personnes qui sont malades ou qui. So when there's enough evidence available, the best dietary reference intake to use is the RDA, which stands for the Recommended Dietary Allowance. Bon, alors, lorsque on a suffisamment de données pour pouvoir vérifier l'alimentation, on suggère de se référer à ce qu'on appelle RDA, qui est en fait la moyenne de la consommation d'aliments qui va vraiment pas comparer, mais qui va vraiment correspondre aux besoins de 98% des individus. So the RDA, when that's available, that's going to, it'll be for a specific nutrient. For example, let's say women need, and it'll give you a certain age group, 1,000 milligrams of calcium a day to meet their needs. That's going to meet the needs of about 98% of the population of that specific group. Bon, alors, c'est ce que je viens de dire parce que je l'ai un peu devancé. So then if there's not enough evidence to set an RDA, they'll set an EAR, which is an estimated average requirement. That's going to meet the needs of about half the population. Bon, si on n'a pas assez de données pour évaluer la dose quotidienne, on va à ce moment-là utiliser une recommandation moyenne estimée. And if there's not enough information to set that, they'll set an AI, which is an adequate intake, less evidence to kind of support that reference value. And then they also set an upper limit, meaning how much of a certain vitamin or mineral can you take that is considered to be safe and not going to be risking toxic levels. Alors, si on n'a pas assez de données pour la moyenne de l'estimation, la recommandation pour la moyenne de la consommation, on va alors aller avec on va utiliser ce qu'on appelle AI, qui est une autre référence. Et sinon, on a aussi une limite sécuritaire maximum, c'est-à-dire la quantité maximum d'un élément nutritif qu'on peut consommer en toute sécurité. So another tool we can use is the DQI, which stands for the Dietary Quality Index. It's really exciting because it's an individual level diet quality indicator that enables cross-cultural diet quality comparisons. Bon. Alors ici, on peut aussi utiliser un autre outil qui s'appelle l'évaluation de la qualité de l'alimentation en utilisant un questionnaire quotidien. Et ça marche pour toutes les cultures. So based on different dietary principles, there's a scoring system to assess the quality of someone's diet. So these principles are variety, adequacy, moderation, and overall balance. Bon, alors ici, on va utiliser la variété et aussi on va parler et aussi il faut utiliser, c'est-à-dire se consommer en modération certains éléments et on doit aussi souligner l'importance d'un équilibre général dans la consommation des aliments. And I also just wanted to point out, under the
section of variety, when they're assessing variety in someone's diet, dairy and beans are actually grouped together just because certain countries, if they don't have dairy products in their diet or dairy products aren't available, beans are another way people are getting their calcium needs. Bon, j'aimerais aussi souligner le fait que avec cet outil-là, on va regrouper ensemble les produits laitiers et les légumineuses, tout simplement parce que dans certains pays, tout dépendant de la disponibilité des aliments, les gens vont consommer les deux et ça va leur permettre, les deux ou bien un ou l'autre, et ça va leur permettre de combler leurs besoins en calcium. So we're looking at variety, adequacy, making sure people are getting a variety of nutrients, making sure they're meeting their needs of key food groups, especially protein is something that people tend to lack, especially in some resource-poor communities. And, then on the other end of that, there's moderation. So we want to make sure people are consuming in moderation the things that are going to be contributing to these non-communicable diseases, like saturated fat, excess sodium, and these empty calorie foods, in other words. Là, on peut aussi encourager les gens à ne pas consommer des aliments qui offrent beaucoup de calories mais peu de nutrition, ce qu'on appelle des calories vides. Et aussi, on doit insister sur l'importance de se nourrir seulement en y allant avec la variété et en s'assurant de consommer toutes les catégories. Et on a remarqué, il y a une chose en particulier, c'est que quand il y a un problème, c'est souvent une consommation insuffisante de protéines. Sometimes we don't have access to these tools. This is a really simple way to visualize for ourselves and also when we're educating patients and community members about sort of what constitutes a healthy diet. This is called My Plate. Bon, alors, parfois on n'a pas accès aux autres outils, mais celui-ci, qu'on appelle Mon Assiette, ou My Plate, c'est un outil assez facile à utiliser qui illustre en quoi consistent des portions adéquates des différents groupes d'aliments. So if anyone is familiar, so this is put out by the USDA, and we used to have the dietary pyramid, and sort of this is the revamped version of the pyramid, and now we have something called My Plate, and it looks like this. Bon, alors ça, cet outil-là, il a été conçu et publié par le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Autrefois, on l'illustrait plutôt comme une pyramide alimentaire et maintenant, l'outil a été revu et ce que ça a donné, c'est ce qu'on appelle My Plate, mon assiette, et qui est l'image que vous voyez à l'écran présentement. So basically, as you can see, it makes it pretty simple visually. We're encouraging our patients and clients to get about half their plate be consisting of fruits and vegetables. The other half of the plate should make up, or a quarter of the plate about should be some kind of grains, whole grains or high fiber starches, and then the other quarter of the plate should be some sort of protein. Bon, alors ce qu'on voit ici, ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est que cet outil-là est assez facile à utiliser, autant par vous, messieurs et mesdames, mais autant que pour les patients, vous allez voir. Et on voit facilement que la moitié de l'assiette doit contenir des fruits et légumes et l'autre moitié, ça va être, disons, à peu près 25% des protéines et ensuite le reste, ce sera des grains ou des féculents à haute teneur en fibres. So within each of these food groups and categories, I could really go on with a lot more detail about sort of the specifics of each of these food groups and what nutrients they're providing. However, for the sake of time, that might have to be a whole other presentation I give to you guys if anyone's interested. Bon, on pourrait certainement pour aller beaucoup plus en détail, mais on pourra en reparler si vous êtes intéressés.
So one sort of group in particular I just want to point out is the protein group. So just to kind of get a little bit more detailed in one of these macronutrients. So the RDA, like we mentioned before, the recommended dietary allowance is 0.8 grams of protein per kilogram of body weight. Alors, ici, j'aimerais parler encore un peu plus des protéines. Il s'agit de protéines maigres, bien entendu. La recommandation quotidienne est de 0,8 grammes par kilo de poids. So when I'm talking to patients or clients, I'd like to encourage them to think about protein, the appropriate serving size to be about the size of their palm. So the thickness and sort of the width of their palm is approximately the serving size of protein that people should be consuming. Bon, alors, quand on parle disons, de la quantité de protéines, on peut donner comme une indication. Par exemple, la portion de protéines devrait être à peu près la grandeur de la main d'une personne, de la paume de la main de la personne. So most people probably think about protein and that they think about animal products, whether that's beef, poultry like chicken or turkey, or seafood or fish. Bon, quand on pense aux protéines, la plupart des gens vont penser immédiatement aux protéines d'origine animale comme le bœuf, le poulet, le poisson, fruits de mer. However, it's totally possible to meet your protein needs from plant-based foods, and we don't necessarily need animal products to meet our protein needs. Bon, alors, pour combler nos besoins en protéines, ce n'est pas nécessaire de consommer de la viande et du poisson. On peut combler nos besoins en protéines avec des protéines d'origine végétale. So on this topic, I just want to touch on complete versus incomplete proteins. So incomplete proteins are coming from plant foods, and these are missing one of the essential amino acids, making the protein imbalanced. So there's 9 essential amino acids that you will find in all animal products, for example. But plant products, they're going to be missing some of those amino acids and they're not complete. Bon, alors, en ce qui concerne les protéines d'origine végétale, elles ne contiennent pas tous les acides aminés qui sont contenus dans une protéine complète, par exemple une protéine d'origine animale. However, these incomplete proteins that are found in plant foods can be mixed together with other incomplete proteins to make a complete protein, making sure that individual is getting all necessary amino acids for protein to carry on its role in the body. Cependant, on peut combiner des protéines incomplètes ensemble afin d'obtenir une protéine complète, et c'est ainsi qu'on peut combler nos besoins en protéines avec des protéines d'origine végétale. So for example, as a general rule, grains, cereals, nuts, or seeds can be eaten together with beans, peas, lentils, or peanuts, and to create a complete protein. Alors, par exemple, on peut consommer des légumes avec des céréales, ou bien des légumineuses avec des grains ou des noix, et cette combinaison-là va produire une protéine complète. And I think that's just important to point out because sometimes if people don't have access to animal products for whatever reason, or maybe it's a dietary preference, it is important to realize that by combining and having a variety of these plant-based foods, we can still meet our needs. C'était vraiment important de souligner cet aspect-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des protéines d'origine animale, ou pour d'autres, c'est tout simplement une question de choix personnel. Ils préfèrent ne pas en consommer. Alors, c'est important de bien connaître la manière de combiner, de savoir qu'on peut combiner des protéines d'origine végétale de façon à combler nos besoins en protéines, et de savoir quelles combinaisons vont donner ce résultat.
So now I just want to loop back around to kind of what we touched on the beginning of why we're really talking about this in the first place. So this is from the World Health Organization and showing really this dichotomy going on, this double burden of malnutrition. Bon, alors j'aimerais pour un moment revenir un tout petit peu en arrière, au tout début de la présentation, on a parlé du double fardeau de la malnutrition et les informations sur cette diapositive ont été publiées par l'Organisation mondiale de la santé. So as we said before, on one end we have millions of children and also adults who are overweight and obese, and on the other end we have also millions of children and adults who are wasted and too thin or stunted, meaning they're short for their age. Bon. Alors, d'un côté, on voit des gens qui ont un surplus de poids ou qui sont carrément obèses, et de l'autre côté, on voit des gens qui dépérissent et qui ont un retard de croissance ou un arrêt de croissance parce qu'ils ne sont pas non plus bien alimentés. There's a really cool link that I put in the corner of this slide. However, I don't think it's going to work if I click on it right now to be able to share it with you guys. It's really cool, and it kind of shows you split up by country, sort of what percentage of that population is affected by malnutrition. Si vous pouvez voir dans le coin inférieur gauche de la diapositive, il y a un lien. Je ne suis pas certaine que ça va fonctionner si on clique dessus, mais si c'est possible d'y accéder, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant et qui illustre très bien la prévalence de la malnutrition. So if we have time at the end, I will try to connect to that link, and if not, I encourage you guys to play around with it afterwards because it's really interesting. Si nous avons du temps à la fin de la présentation, je vais essayer de partager, simplement d'ouvrir ce lien pour qu'on puisse l'examiner ensemble. Mais si ça ne fonctionne pas, je vous encourage vraiment à aller voir, à aller le consulter quand vous aurez un moment parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. Okay. So I just wanted to touch at the end now, just some considerations for Haiti specifically, since you guys are all in Haiti. So a lot of Haitians are food insecure, and a significant portion of Haiti's population suffer from malnutrition, specifically undernutrition. Bon, passons maintenant aux considérations qui sont spécifiques pour la population d'Haïti. Il y a déjà plus ou moins 2 400 000 Haïtiens qui sont affectés par l'insécurité alimentaire et environ 24% des enfants en Haïti souffrent de sous-nutrition chronique. Et ça, c'est vraiment un résultat direct de la faim chronique. So a statistic that really stood out to me was that 66% of children under 5 years of age suffer from anemia. Il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est le fait que 66% des enfants âgés de moins de 5 ans font de l'anémie. So because of that, I want to look at iron a little bit because there's many different kinds of nutritional anemias, but one of the main kinds of nutritional anemia is from a lack of iron. It's an iron deficiency anemia. Bon, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus près à l'anémie. Bon, il y a différents types d'anémie, mais celle qui est la plus courante, c'est l'anémie qui est due à tout simplement une consommation insuffisante ou un apport insuffisant dans l'alimentation de fer. So using one of the tools that I mentioned before, the DRIs, the dietary reference intakes, I found that children between the ages of 1 and 3 require 7 milligrams of iron a day, and children between the ages of 4 and 8 require about 10 milligrams of iron a day. Bon, alors, en retournant à un des outils que je vous ai présenté un peu plus tôt, on voit que disons, les directives qui concernent l'alimentation pour les enfants, pour le fer en particulier, les enfants qui sont âgés entre 1 et 3 ans ont besoin de 7 mg de fer par jour
et ceux qui sont âgés entre 4 et 8 ans ont besoin de 10 mg de fer par jour. One of the ways we can get iron in our diets is from beans. So 1 cup of pinto beans, and it's sort of similar for different kinds of beans as well. 1 cup has 9 milligrams of iron. So that 9 milligrams of iron, if these children consumed 1 cup of beans per day, that would pretty much be covering basically all children between the ages of 1 and 8. Les légumineuses sont une très bonne source de fer. Alors, si ces enfants-là peuvent arriver à consommer environ une tasse, en fait, c'est 250 millilitres, par exemple, de légumineuses, ça va leur donner 9 mg de fer. Alors, ça serait une manière de combler les besoins d'à peu près tous les enfants âgés de 8 ans et moins. So that's actually my last slide, and I have just a list of resources at the end for you guys of some of the references that I used to create this presentation. Bon, alors ça c'était ma dernière diapositive, mais il y en a ensuite une autre, et puis celle-là est une liste bibliographique des ressources que l'on peut consulter pour beaucoup plus d'informations et plus de données. And just lastly, I'll just leave you guys with, as healthcare professionals, it's really important because we have the ability to educate ourselves. You guys have the ability to educate yourselves as well as sharing that information with patients and the community members. So learning about nutrition and sort of these problems, bringing awareness and attention to these problems, and the importance of sort of really adhering to a balanced diet, getting a lot of variety, and doing our best to kind of have our population meeting their needs. Alors, j'aimerais souligner qu'en tant que professionnels de la santé, nous pouvons et nous devons nous éduquer nous-mêmes au sujet de l'alimentation, et c'est aussi important d'éduquer nos patients et d'éduquer les communautés parce que ça a un grand effet sur la santé des personnes. Right. And that's all I have. If anyone has any questions, I'd be really excited to answer any of them. Thank you guys so much. Bon. Alors, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et ça, c'est moi, Doris, la dernière chose, c'est Doris qui va vous le dire, c'est que j'aimerais que vous posiez vos questions en clavardant parce que ça arrive souvent que je ne vous comprends pas bien. Je vais les transmettre les questions tout de suite à Ashley. OK, alors, chat, ici. OK. So they say that Justinian Hospital says, thank you, it was very interesting. We'll see if we have more questions coming up. Okay, that hospital doesn't have questions. I don't know if others do. I have a question for them. Is that information that's new to them, or is this repetitive to things they have done in the past? Okay. Ashley aimerait savoir, si vous, les gens d'Haïti, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour vous, ou si c'est un sujet dont vous avez déjà traité par le passé? Okay. I don't see an answer appearing. So, okay. You say that there is Wait, they just said something. Yeah, I know. It's information that I already knew, but they said it never hurts to go over them again from time to time. Okay. Well, Ashley, thank you for your presentation. That was a great presentation. I recorded it, and it will be available